Deuxième table ronde de la matinée sur l'avenir de l'immigration. On a vraiment voulu traiter ce sujet parce qu'il y a tellement de passion autour de cette question et on la traite jamais rationnellement. Moi, je considère que la politique de l'immigration en France depuis longtemps, c'est un grand désordre parce qu'on n'a pas été capable de mettre ce sujet sereinement sur la table. Alors, il y avait une époque, dès qu'on en parlait, on se faisait. Tu en sais quelque chose. Dès qu'on en parlait, on se faisait traiter de tous les noms. Mais au fond, aujourd'hui, même si on en parle, je trouve qu'on n'arrive pas à prendre le sujet sur le plan véritablement de l'analyse. C'est la raison pour laquelle donc, on a monté cette table ronde qui sera animée par mon frère d'armes, Pierre Bentata, avec Raphaël Dohan, que vous connaissez, qui était là l'année dernière, qui a écrit un livre très important qui s'appelle « Le rêve de l'assimilation ». C'est un livre sur l'histoire de l'immigration, de l'intégration et de l'assimilation. C'est vraiment très important parce que ça participe justement à mettre dans le débat la connaissance qui manque. Bon, Jean-François Copé qui est resté pour cette table ronde et qui est à la tête d'une ville qui est très intéressante en matière d'intégration, la ville de Meaux. Et puis Pierre, qu'on retrouve, puisque vous savez que l'année prochaine, le gouvernement veut mettre en place une loi sur l'immigration avec un volet que je trouve très, très important, qui est celui de l'immigration économique, de l'immigration choisie. Et donc, on va traiter ces trois sujets sous la modération de Pierre. Voilà. Merci Nicolas. Alors, on va essayer d'être très rapide dans les interventions, de manière à ce que vous ayez le plus de temps possible pour poser des questions. Mais pour vraiment séquencer les présentations, j'aimerais que, et je vais lui poser d'abord une question, mais j'aimerais que Raphaël nous parle d'abord de l'aspect historique. Comment on traite l'immigration? Qu'est-ce que c'est finalement? Quels sont les modèles d'intégration? Ensuite, Jean-François Copé nous parlera d'une étude de cas politique, concrètement, comment on fait. Et puis Pierre Gattaz va nous parler de l'aspect économique et peut-être de son regard sur les propositions du gouvernement. Donc sans plus attendre, je demande à Raphaël qui vous fasse une sorte de synthèse de sa réflexion, puisqu'il a mené très loin une réflexion sur l'immigration. Merci Pierre. Effectivement, Jean-François Copé a fait tout à l'heure un très bel éloge de l'histoire, et de l'histoire en politique notamment. Je partage absolument. Et sur l'immigration en particulier, je pense que c'est intéressant parce qu'on a tendance à se focaliser soit sur l'extrême urgence ou l'immédiate actualité, sur cette question-là, soit à renvoyer toujours aux mêmes événements historiques, c'est-à-dire on parle souvent de l'immigration, alors soit européenne du début du XXe siècle et de la fin du XIXe, soit plus tardivement dans les Trente Glorieuses aussi l'immigration de travail qu'on avait eue en France, mais on reste souvent dans ce champ-là, alors qu'en fait évidemment l'immigration c'est une question et un problème politique qui se pose depuis l'Antiquité, si ce n'est pas la préhistoire, et partout dans le monde. Donc je pense que c'est toujours intéressant de prendre du recul et de réussir à en tirer des enseignements plus généraux, plus universels sur ce qui peut nous arriver aujourd'hui. Et je pense qu'il faut d'abord rappeler que historiquement, en fait, se poser la question de la manière dont on doit gérer l'immigration dans un pays, c'est une question en fait assez exceptionnelle à l'échelle des sociétés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés qui font tout simplement le choix un peu immédiat de ne pas avoir d'immigration, et que pour beaucoup de pays, de communautés, de cités dans l'Antiquité, on était entièrement fermé à l'idée même que des étrangers puissent venir. Alors, le cas un peu typique, c'est la cité grecque de Sparte, qui avait une pratique qui consistait à expulser régulièrement tous les étrangers, y compris les voyageurs, les passants, les touristes. Enfin, tout le monde était viré de la ville et ne devait plus y revenir. Donc il y avait vraiment cette conception qu'on a des problèmes qu'on ne veut pas gérer. Et pour ça, il vaut mieux se fermer à toute immigration. Et en fait, les sociétés qui acceptent de faire face à ces difficultés, ce sont d'abord les sociétés impériales. En fait, c'est par l'Empire qu'on en vient à mettre en commun des peuples qui ont des cultures différentes, qui ont des origines différentes, et qu'on doit trouver une manière politique de les faire vivre ensemble. Donc le premier exemple où ça a, disons, marché à la plus grande échelle dans notre civilisation, c'est l'Empire romain, qui lui-même était constitué donc de parties extrêmement différentes, avec des populations de cultures très différentes, et qui pourtant ont réussi à unifier toutes ces populations sous une citoyenneté commune, sous une civilisation commune, et avec des principes et des grands traits culturels communs. Donc ça, c'est un peu, et ça a été d'ailleurs pendant très longtemps dans beaucoup de pays européens, une référence, y compris en France au XVIIIe au XIXe siècle. On renvoyait à l'Empire romain comme étant un modèle de la manière dont on pouvait accueillir des étrangers et faire vivre ensemble des populations qui venaient de pays, d'origine, de coutumes et de religions différentes. Mais en France, l'histoire de l'immigration a été encore plus singulière, puisque non seulement on avait cette
cette façon de renvoyer toujours à l'Antiquité romaine en particulier, pour la manière dont on voyait, dont on concevait le rapport à l'étranger. Mais en plus, la France elle-même s'est constituée par intégration progressive de régions, de provinces, de groupes et de communautés qui ont été progressivement agrégés à la France, au point qu'évidemment aujourd'hui on oublie que ce n'était pas la France à l'origine. Je pense à la Bretagne, à la Provence, à beaucoup de provinces françaises qui sont en fait assez récemment françaises dans notre histoire. Et il y a eu un travail conscient de la part des rois de France, puis des gouvernements républicains, pour unifier tout ça sous une même culture et une même identité qui était d'abord quelque chose d'un peu plus vague de français, de francité, on parlait de ça, et ensuite évidemment qui s'est incarné dans l'idéal républicain. Et en fait, je pense que la manière dont on conçoit aujourd'hui l'immigration et les problèmes que ça peut susciter dans le débat public aujourd'hui, en fait, sont exactement la continuité de les questions qu'on s'est posées sur la manière d'unifier le territoire français au cours depuis la Renaissance en fait, et jusqu'au XIXe siècle. Et pour donner un exemple un peu concret de la manière dont on pouvait concevoir ça, même il y a assez longtemps, j'aime bien citer cet exemple de Colbert qui, donc au XVIIe siècle, voit le monde comme étant une grande rivalité entre les Français et les Anglais, notamment pour la puissance politique, militaire et économique en Amérique. Et un des avantages qu'ont les Anglais, c'est qu'ils arrivent à envoyer, en tout cas spontanément, beaucoup d'Anglais partent en Amérique et s'installent comme colons dans leur colonie américaine. Les Français, beaucoup moins, alors pour des raisons qu'on peut plus ou moins imaginer, mais les Français préfèrent rester en métropole et n'ont pas tellement le goût de l'aventure pour aller s'installer au Canada. Et donc, Colbert et Louis XIV voient le problème qui est que démographiquement, les Anglais finissent par devenir de plus en plus importants en Amérique et que ça pose un vrai problème. Et donc la solution que Colbert imagine, c'est de se dire, après tout, des gens en Amérique, il y en a, ce sont les Amérindiens. Et donc on n'a qu'à les transformer en Français, et comme ça on aura des Français sur place, et on n'aura pas besoin, en plus, de dépeupler la métropole, ce qui pourrait poser d'autres problèmes en Europe pour les guerres, etc. Et donc Colbert dit vraiment il faut franciser les Indiens d'Amérique, il emploie l'expression franciser, et on envoie des jésuites pour faire des cours à l'école, et on essaye, de manière un peu presque naïve d'ailleurs, de franciser toutes ces populations en se disant ça va en faire des Français comme n'importe qui. Et je trouve que ça révèle bien, cette anecdote, la conception française du rapport à l'étranger et en particulier à l'immigré, même si là c'est évidemment une conquête qu'on allait faire, mais en fait je pense que le rapport est le même, qui est que peu importe en fait l'origine, la couleur de peau, tous les traits un peu naturels de quelqu'un, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'éducation qu'il a reçue, c'est la manière dont il vit, c'est les coutumes, les mœurs, tous ces traits qui sont acquis, et qu'on peut en fait changer par l'éducation, par l'école, par la politique, par la vie en communauté, et que tout ça est plus important, prime de très loin sur les origines, et que c'est pour ça qu'on peut transformer n'importe qui en français, que ce soit des gens où les conquêtes françaises sont arrivées donc, au Canada, au Québec, évidemment ensuite dans l'Empire colonial, ou plus récemment des gens qui sont venus en métropole, en France, et à qui en fait on demande la même chose, c'est-à-dire de se transformer de cette manière. Et donc je pense qu'aujourd'hui, la question de l'immigration, pour l'avenir de l'immigration, ça va être vraiment une question d'équilibre entre les aspects économiques, dont Pierre Gattaz parlera tout à l'heure, je pense, les aspects politiques, dont parlera Jean-François Copé, et cette variable culturelle, disons, sociale. Et c'est vraiment trouver le point d'équilibre entre ces trois pôles, qui sont évidemment parfois un peu contradictoires, parfois difficiles à mettre ensemble, mais qu'il faut réussir à tenir ensemble pour qu'on puisse arriver de manière harmonieuse à intégrer les nouveaux arrivants en France, et à ce que ce soit conforme, disons, à cette tradition que la France n'a pas toujours respectée dans son histoire, mais qui a quand même été important pour forger justement cette tradition française. Merci beaucoup, Raphaël. Alors, justement, Jean-François, est-ce que... Oh non, les économistes ou l'aspect économique est toujours plus terre à terre. Si vous avez réglé les problèmes avant, nous, on arrive à gérer après. Mais alors, est-ce qu'au niveau local, on a cette problématique de transformation ou d'assimilation, et concrètement, comment on fait pour arriver à trouver le juste point ou le juste point d'équilibre entre ces deux extrêmes ou ces deux tentations? Alors, pour répondre à la question, je suis quand même obligé de repartir du niveau national. On a, comme disent les Anglais, un use case, un cas d'usage extrêmement intéressant. Si on met en comparaison l'épisode de deux bateaux qui sont arrivés avec des migrants
dans des conditions absolument tragiques. L'Aquarius en 2018 et l'Ocean Viking aujourd'hui. L'Aquarius arrive en 2018, on a un président, Martial, qui dit « Nous, on n'acceptera pas ce bateau parce que sinon ça va faire monter Le Pen ». Bon, message. Et puis il y a l'Ocean Viking qui arrive la semaine dernière, et là on dit comme il y a l'extrême droite et qu'on veut la combattre, on va accueillir le bateau. Tout est résumé, je pense, dans ce petit raccourci sur le caractère extraordinairement difficile du sujet de l'immigration. Extraordinairement difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il met à nu ce qu'est le fond de la nature humaine. Ce balancier extraordinairement compliqué entre l'humanisme nécessaire et la vigilance indispensable. On est au cœur de ce qu'on évoquait dans la table ronde précédente, le métier politique. Qu'est-ce qui fait la grandeur du politique ? C'est qu'il y a des domaines, il n'y en a pas beaucoup, mais quelques-uns, sur lesquels on peut considérer que seul le politique doit décider. C'est son rôle, c'est sa responsabilité, c'est son cœur de métier. Et s'il ne fait pas ce travail, il est défaillant. Et cette défaillance, par définition, le discrédite. Ce sujet est au cœur de tout. En réalité, notre problème aujourd'hui, c'est de donner une telle illisibilité à cette politique migratoire qu'elle mécontente tout le monde et qu'elle justifie tous les fantasmes, toutes les inquiétudes et malheureusement des réalités qui nous échappent complètement. Quel est le problème ? Ce n'est pas tant finalement de savoir si on accueille ou si on n'accueille pas des gens qui fuient la misère de leur propre pays. C'est comment on le fait et quel est le parcours de réussite qu'on est capable de créer ou non. Tout est là. Parce que si on se pose 2 minutes, et vous l'avez parfaitement rappelé, c'est pour ça que l'histoire c'est important, les vagues migratoires dans des pays comme la France, mais c'est l'histoire de France. Et pas par hasard. Pourquoi est-ce qu'on vient en France ? Parce que c'est un des quelques pays de la planète qui est béni des dieux. C'est le plus beau pays qui soit. Il ne l'est pas simplement pour ses paysages ou la qualité de villes comme Saint-Raphaël ou Meaux. Il l'est aussi j'ai du métier quand même. Il l'est aussi parce que, pour le monde entier, et même encore aujourd'hui, mais pendant très longtemps, la France a incarné des valeurs. Un pays qui est capable de réhabiliter et de gracier un petit capitaine juif et de sanctionner la totalité de l'état-major seulement 20 ans après la débâcle de 1870, vous en trouverez pas beaucoup. Hein. Quand pendant des années, on disait « heureux comme Dieu en France », ce qui a engendré des vagues migratoires venues de la lointaine Europe centrale, comme on disait à l'époque, pendant toutes les années d'avant-guerre de 14 et d'après-guerre de 14, c'est pas par hasard. C'est l'immense message qui a été celui, à tort ou à raison, déformé ou pas, de la Révolution française, des encyclopédies, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une des terres les plus attractives ? C'est parce que du point de vue de la générosité sociale, nous sommes un des pays les plus compétitifs au monde quand même. Sans aucun contrôle. C'est derrière tout cela une réalité que, en fait, on est incapable de dire calmement. À droite, on court derrière l'extrême droite, donc on essaie de trouver les mots sans dire n'importe quoi. Et à gauche, on court derrière l'extrême gauche et on fait pareil, on cherche les mots sans dire n'importe quoi. Voilà. Et ça donne un débat complètement faussé qui exacerbe toutes les passions. Et là où on attendrait un président de la République qui assume une position claire, on est dans le en même temps sur un sujet où le en même temps est juste impossible. Juste impossible. Alors, la vérité, c'est que pour répondre à votre question, comment on gère ça dans nos villes ? Il n'y a pas de recette miracle. On essaie du mieux qu'on peut d'appliquer, avec les pouvoirs qui sont les nôtres, l'équilibre entre sécurité et générosité. Mais il faut bien dire qu'on aimerait de temps en temps être un peu plus soutenu par des pouvoirs publics qui eux-mêmes n'ont pas de consigne. Je parle de l'État. Parce que du coup, personne n'a de consigne, parce que personne ne veut d'ennui. Et qu'on veut à tout prix éviter le fameux journal de 20 heures, celui dont on parlait tout à l'heure. Tout est là. Donc parmi les sujets, on a certes le contrôle des personnes qui arrivent, mais on a aussi la 2e génération, la 3e génération, celle à qui on n'a jamais donné les codes d'accès
pour être pleinement français et se considérer comme pleinement français. Et donc moi, j'ai tendance à mettre de plus en plus sur le même plan l'accueil, ça relève de l'État, mais pour autant les défaillances sont majeures, et le parcours de réussite de ceux qui sont arrivés en France, parfois depuis 1, 2 ou 3 générations, et qui, pour un certain nombre d'entre eux, ne se considèrent pas comme français. Et ça nous renvoie au débat que vous avez posé, ce vieux débat très français entre assimilation et intégration. Nous avons, pendant des décennies et des décennies, absorbé des vagues d'immigration venues à l'époque de la lointaine Italie. Je rappelle que Zola se fait insulter dans les journaux d'extrême droite, on le traite d'étranger, d'Italien. Et bien entendu, de pays encore plus loin. La Hongrie, la Roumanie, l'Autriche-Hongrie, enfin bref, tous ces pays, la Russie, tous ces pays que l'on fuyait parce qu'on voulait éviter la barbarie, l'antisémitisme, etc. Sauf qu'à l'époque, l'obsession, c'était de franciser son nom, de parler le français sans accent, et puis on avait bien compris le message, c'était la religion à la maison. Hein. Ça, on avait bien compris que la religion, la tradition de là où on venait, on le gardait à la maison, les fêtes, les cuisines, les musiques, à la maison. On sortait dans la rue, français comme tout le monde, et heureux comme Dieu en France. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Parce que pour toute une série de raisons liées au complexe du passé, on n'a plus assumé rien. Colonisation, décolonisation, tout ça s'est mélangé avec des formules de réécriture d'histoire bien souvent totalement absurdes. Moi, je vous avoue que lorsque j'ai entendu que l'on avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité, ça n'est jamais passé. Parce qu'alors, qu'est-ce que doivent penser ceux qui ont vécu dans leur chair par les survivants la Shoah? Vous voyez, il y a un moment où il faut quand même voir de quoi on parle. Il y a eu des choses épouvantables pendant la colonisation, il y a eu aussi des choses positives. Il faut bien qu'un jour ou l'autre, quand même, ces points-là soient un peu rééquilibrés. Mais à supposer même qu'on ne le pense pas, on ne peut pas mettre tout ça sur le même plan. Parce que là encore, c'est de la banalisation de l'histoire. Et donc, sur tous ces sujets, il y a un non-dit considérable. Et on oublie du coup un autre aspect qui est majeur, c'est qu'il y a parmi ceux qui sont issus de l'immigration récente des réussites extraordinaires, totalement banalisées, qu'on trouve dans les bureaux, dans les administrations, dans les entreprises, à tous les niveaux de la hiérarchie. Des gens formidables qui se sentent alors parfaitement français, dont on ne valorise jamais le talent. Des fois que ça pourrait éventuellement favoriser les tensions, on ne bouge pas. Donc on ne dit rien. On est dans le non-dit, sur le négatif et sur le positif. Comment voulez-vous créer un sentiment d'appartenance nationale dans ces conditions? C'est impossible. Donc au niveau de nos mairies, qu'est-ce qu'on essaie de faire? De la mixité sociale. Ben oui, il faut déghettoiser. Je ne vais pas revenir, c'est un débat qu'on a vu il y a quelques années avec Pierre. Enfin, bien entendu, quand vous laissez un quartier donné avec 100% de logements sociaux, que des tours, et dedans que des populations qui sont issues de l'immigration récente, il ne faut pas vous étonner que forcément les traditions antérieures demeurent. Donc, justement, je pense qu'on reviendra dessus juste après. Termine d'une phrase, j'ai juste terminé. Donc, 1, évidemment, il faut de la mixité sociale. 2, il faut de la sécurité partout, parce que la clé de voûte, si on ne veut pas avoir peur de l'autre, il faut qu'il y ait de la sécurité. Si vous avez la sécurité, alors on va vers l'autre. On essaie de comprendre son histoire, sa culture, on la partage. Et à ce moment-là, de ce creuset, naît évidemment une richesse humaine qui ne peut pas exister si on a peur les uns des autres. Alors la question qui se pose, je me doute qu'on n'aura pas la réponse totalement, mais est-ce que par l'économie, on intègre, et est-ce que c'est suffisant pour intégrer? Alors, oui, fondamentalement, je crois que l'une des meilleures intégrations que j'ai pu voir dans ma vie, c'est par le travail. C'est par le travail. Pourquoi? Parce que mon exemple de Radial, société de 3500 personnes, 5 usines en France, j'ai des gens de l'immigration, première génération, deuxième génération. Ils respectent les codes, ils respectent l'objectif, ils respectent le règlement intérieur, ils respectent les valeurs, ils respectent la raison d'être. Ils sont plus français que vous et moi. Deuxième chose, j'ai lancé avec Moussa Camara il y a quelques années les déterminés, dont j'avais parlé aussi, pour former des chômeurs, des jeunes de banlieue, donc de l'immigration la plupart du temps, à l'entrepreneuriat, à l'entreprise. Et ce sont des jeunes que je voyais au tout début, ils arrivaient un peu la capuche sur la tête, longeant les murs, très défensifs, le gamin de banlieue. Au bout d'1 heure ou 2 heures, on leur parle de projet d'entreprise, on leur parle d'entrepreneuriat,
au bout d'une semaine, ils viennent faire un pitch devant vous avec le sourire jusqu'aux oreilles, une foi, un dynamisme, un truc incroyable. Et ces jeunes, ça vous fait presque pleurer de les voir se transformer par le projet d'entreprise, le projet de vie, le projet professionnel, et qui fait que derrière, certains ont embauché, ont créé leur entreprise. Ce sont des gens merveilleux, totalement intégrés aux républiques françaises, aux valeurs françaises, participant à l'exportation. Donc c'est ça, je crois, si vous voulez, ce que j'ai vu. Et après, je peux citer l'Allemagne qui, en 2015, a intégré 1 million de migrants. Par quoi? Par le travail, de nouveau. Donc, alors, avec des contrôles, avec des filtres, on parle l'allemand, on a un logement, il y a un filtre d'éthique, il n'y a pas de casier judiciaire, etc. Et ensuite, on les met dans l'industrie, dans les usines. Et de nouveau, quand vous mettez les gens dans des règlements d'entreprise, dans une hiérarchie connue, avec des chefs, dans une raison d'être, une foi, un bon sens, pourquoi on fait tout ça? C'est ce qu'on développe dans les entreprises. Eh bien, ça marche. On n'a pas entendu. Bon, il y a eu quelques petits problèmes au départ, mais voilà. Donc, ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'il faut de l'immigration contrôlée et choisie. Choisie aussi. Alors pourquoi? Parce qu'en France, vous le savez, je pousse beaucoup le plein emploi aujourd'hui. Depuis toujours, j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle Le cœur et le courage. On est dans la problématique le cœur et le courage, que disait Jean-François. Il faut du cœur pour accueillir des gens qui fuient leur pays, des choses épouvantables, bien sûr. Et puis, il faut du courage pour mettre des règles. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme le disait Michel Rocard. On ne peut pas. C'est pas possible. Donc, on choisit. Et tous les pays que vous regardez, si vous faites la Suisse, l'Allemagne, le Canada, des pays qui ne sont pas en révolution sociale, eh bien, ils ont des règles d'immigration très strictes. La première que je vois, c'est on respecte les valeurs de la République. Ça, c'est fondamental. Et à partir de là, si vous voulez, on peut commencer à travailler. Donc, on a des tas de métiers en tension encore. Et plus on va aller vers le plein emploi en France, plus il y aura des métiers en tension. Moi, j'ai beaucoup bossé sur ces métiers en tension. On manque de soudeurs dans le bâtiment, dans la restauration, mais dans l'industrie, il y a plein de métiers qu'on n'a pas. Dans le vignoble, moi, j'ai cherché des ouvriers agricoles pendant des mois pour m'aider aux vendanges. Eh bien, il y a quelques années, on en trouvait, des Français. Là, on n'en trouve plus. Donc, qu'est-ce que vous faites? Et quand vous êtes en tant que chef d'entreprise confronté à ça, vous avez les concurrents qui pédalent à côté. Vous êtes en concurrence mondiale. Vous ne pouvez pas ne pas embaucher parce que vous êtes moins bon, vous avez moins de chiffre d'affaires, vous perdez des compétences, vous perdez des talents, vous perdez de la compétitivité à la fin. Donc, quand j'entends dire que le patronat il veut de l'immigration pour baisser les coûts, non, mais c'est n'importe quoi. C'est juste de la survie pour nous. Vous voyez, et sur un pays qui a encore 7,5% de chômeurs, on se dit il y a un problème. Donc, en effet, il faut faire les grandes réformes dont on parle, la retraite, l'assurance chômage, qui permet de faire en sorte que le travail soit réhabilité en France et qu'on puisse faire travailler nos citoyens en priorité. Mais quand il n'y a pas de boulot, quand on ne trouve pas, il faut en effet pouvoir intégrer des gens. Alors, encore une fois, avec des grandes règles du jeu. Moi, je pense que cette intégration contrôlée et choisie est fondamentale dans des métiers en tension. Et je crois qu'en effet, c'est ça l'avenir, mais il faut surveiller, contrôler a priori, contrôler a posteriori, et puis intégrer tous les gens qu'on a en immigration. On en a parlé avec Jean-François, et il y a des banlieues où c'est la jungle. Là, il faut remettre de l'autorité, il faut remettre des valeurs, il faut remettre de l'emploi, il faut remettre fondamentalement du travail. C'est pour ça que le plein emploi, pour moi, pour la France, est une partie de la solution. Pas tout, mais une partie. Merci beaucoup. On va donner la parole au public pendant que ceux qui ont des questions lèvent la main. J'ajoute juste pour aller dans votre sens que toutes les études économiques, notamment par un auteur qui est le spécialiste en la matière qui s'appelle Borjas, nous montrent bien que l'immigration ne détruit pas l'emploi des Français. Et c'est vrai dans tous les pays. Donc ça, c'est vraiment une légende urbaine. La discussion porte sûrement sur l'intégration, mais l'aspect économique, il est très clair. C'est un jeu gagnant-gagnant. Alors, je ne sais pas qui s'occupe des micros. Je vois des mains se lever, mais personne autour avec des micros. Ah, attendez, c'est bon. Allez-y. Bonjour, je pense qu'il y a deux paramètres qui n'ont pas été évoqués et qui donnent aussi les explications de l'immigration. D'abord, il y a le phénomène de la natalité. On sait tous à combien sera estimée la natalité en Afrique d'ici relativement peu. Et ça, c'est un facteur d'immigration depuis l'Antiquité, depuis Python. La natalité, ce n'est pas pris en compte.
Et secondo, il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué, c'est aussi la culture qui fait qu'on s'intègre ou pas. Je crois que l'islam ne pousse pas vraiment à l'intégration, est une religion qui dicte aussi les règles de vie, et ça peut être plus difficile dans ces cas-là d'intégrer qu'auparavant. Tu veux réagir, Raphaël ? On est bien d'accord. Et alors surtout sur le deuxième point, je laisserai peut-être mes co-intervenants parler de la question de la natalité qui est très importante, et vous avez tout à fait raison. Sur le deuxième point, sur la question de la religion et donc des mœurs et de la culture qui vont avec, effectivement, c'est un point capital. En fait, je pense que ça pose aussi une question sur le rôle de l'État qui rejoint un peu la première table ronde de cette journée, qui est jusqu'où est-ce que l'État peut aller pour rentrer dans la façon de vivre des gens, des individus. Et en fait, on est allé assez loin quand même déjà, enfin, dans l'histoire de France. D'abord, récemment, on a fait quand même plusieurs lois sur le port du voile à l'école et ensuite sur la burqa, évidemment, qui était, du point de vue des droits individuels, avait posé des questions. D'ailleurs, même dans les milieux, enfin, dans les journaux anglo-saxons, beaucoup de gens avaient trouvé ça assez choquant que la France aille jusque-là. Mais en fait, du point de vue de la France, c'était plutôt normal au contraire. Je pense que c'était une façon pour l'État de prendre le relais de quelque chose qui se faisait plus spontanément auparavant, parce que la culture était un peu différente, parce que les mœurs étaient différentes, et que là, effectivement, peut-être aussi que la religion pose une difficulté supplémentaire. Il y a eu cette idée que l'État devait prendre le relais, et que notamment à l'école, on devait imposer des règles du jeu qui étaient un peu plus strictes que ce qu'on avait fait jusque-là. Mais ça, c'est pas quelque chose de totalement nouveau non plus. On l'avait fait même, alors, sans parler de la question de la religion, mais quand Napoléon est arrivé en Italie et qu'il a essayé d'intégrer l'Italie à l'Empire français, il a quand même fait un décret pour dire aux Italiens de ne plus manger dans les loges à l'opéra, parce que ça se faisait pas en France. Donc c'est quand même, il faut imaginer le truc le plus français du monde, de faire un décret pour dire aux Italiens comment on doit apprécier l'opéra. Mais je pense que voilà, la France a une coutume, disons une tradition, d'aller assez loin dans ce qu'on demande, y compris par la voie réglementaire ou légale, dans les mœurs, les cultures. Et donc, on a déjà commencé avec cette voie-là. Je pense que c'est quelque chose qui va devoir continuer. En tout cas, c'est une spécificité qu'on ne doit pas abandonner, même si d'autres pays ou d'autres commentateurs à l'extérieur du pays trouvent ça un peu choquant. Enfin, juste peut-être parce que c'est des sujets énormes et très difficiles. La vérité, c'est que vous avez raison de mettre les pieds dans le plat en parlant de la question de l'islam, parce que, en réalité, le vrai sujet qui est posé par l'opinion publique sur la question de l'immigration, c'est la question de l'immigration et de la pratique de la religion musulmane. Donc, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Je n'ai jamais entendu personne s'opposer à des migrants de confession judéo-chrétienne, alors que la question est quand même récurrente avec l'islam. Deux, trois remarques. Première remarque, et moi je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par Raphaël, parce qu'il a totalement raison. On a un truc en France qui s'appelle la laïcité. Cette affaire de laïcité, elle n'est pas anodine. Alors effectivement, elle peut surprendre, irriter, générer du French bashing chez nos amis anglo-saxons qui trouvent toutes les occasions pour le faire, il faut bien le dire, et on le leur rend bien. Mais c'est quoi la laïcité en fait ? C'est pas du tout la négation des religions. La laïcité, c'est l'idée selon laquelle on a une liberté, le mot est très important, d'exercer son culte si on le souhaite, à une condition, c'est de respecter la religion des autres et les lois de la République. Si vous vous tenez à cette règle-là, c'est très très clair. Ça veut dire quoi ? La religion des autres, oui, vous n'êtes pas là pour être intolérant vis-à-vis des autres, y compris ceux qui n'ont pas de religion. Et deuxièmement, il faut que les pratiques, les règles de votre communauté religieuse soient subordonnées aux lois de la République. Donc effectivement, à ce moment-là, vous pouvez expliquer et exiger un certain nombre de choses. La loi sur la burqa, je parlais en connaissance de cause, je l'ai rédigée, en l'occurrence, portée dans des conditions assez surréalistes. Ça m'a valu quand même 10 ans de protection rapprochée. Il n'en reste pas moins qu'on avait des arguments extrêmement solides, qui touchaient par exemple à l'identité des femmes. La burqa, c'est le masque intégral, qui touchait à la sécurité. Au moins sur ces deux sujets, il y avait de quoi faire. Et puis j'en ai rajouté une troisième, c'est le vivre ensemble, qui m'est venu, parce qu'il faut creuser des arguments. Il y a des moments où je me suis dit, si j'ai un copain de lycée qui me voit en train de dire que c'est interdit de porter un voile intégral, il va se foutre de moi. Comment on en est arrivé là quand même ? Parce que c'était quand même ça le sujet. Et j'ai trouvé, au fil des discussions, à force de se taper des dizaines et des dizaines d'émissions de télé sur le sujet, je crois que c'était chez Ardisson, enfin un truc comme ça, je me retrouve, il ne me l'avait évidemment pas dit, avec une dame qui a une burqa totale, des gants, enfin Belphégor totale, et qui me sort l'argumentaire.
oui, la force de la France, c'est la liberté de s'habiller comme on veut, alors qu'en Arabie Saoudite, on n'a pas le droit, on est obligé d'avoir le voile intégral. En France, au moins, on est libre, je revendique cette liberté. Et moi, je me retrouve face à cet argument, le public avec un chauffeur de salle qui commence à l'applaudir. Je me dis, oulala, comment je me sors de ce truc? Et ça m'est venu, de temps en temps, je dis ça devant Hervé, qui en a fait beaucoup aussi, mais de temps en temps, on a des flashs. Et je la regarde, je dis, mais madame, j'ai pas de problème avec ça, j'ai un problème avec le mot liberté. Vous parlez depuis tout à l'heure de la France, des valeurs, etc. Liberté, égalité, fraternité. Fraternité. Quelle est la première caractéristique en France pour la fraternité de deux personnes qui se rencontrent et qui ne se connaissent pas? Ils se serrent la main et ils se sourient. Depuis tout à l'heure, vous avez refusé de me serrer la main. Et deuxièmement, je ne sais pas si vous répondez à mes sourires. C'est pas ça la fraternité, c'est donc pas ça les valeurs de la République. C'est le truc. Du coup, le chauffeur de salle a cru obligé de me faire applaudir. Je m'en suis sorti comme ça. Mais derrière ça, j'ai retenu une chose. Il ne faut jamais caler. Parce que ça, ce n'était pas dans le manuel du parfait salafiste, hein, évidemment. Et ils se sont trouvés coincés parce qu'on a été ferme. On a fait cette loi d'interdiction. Et c'est la raison pour laquelle la burqa, c'est-à-dire vraiment le voile intégral, est sanctionnable, globalement sanctionné, même si, évidemment, il y en a quelques abus. Je vous dis ça, vous allez dire « Ah oui, mais j'en ai vu une ». Oui, enfin, sauf que si on ne l'avait pas fait, ce serait totalement banalisé. Ça ne l'est pas. Le vrai sujet derrière ça, c'est qu'en réalité, vous avez 90% de nos compatriotes qui sont de confession musulmane et qui, effectivement, bah oui, de temps en temps, il y a la tenue locale, oui, ça, on est bien d'accord. Mais globalement, ils ont plutôt envie que ça se passe bien. Et vous avez des influences radicales, extrêmement dangereuses, qu'on contrôle plus ou moins bien, qu'on devrait contrôler beaucoup mieux, et qui sont le véritable ferment du danger. Donc notre travail aujourd'hui, il est d'acter que par la lâcheté, depuis 10, 20, 30 ans, on a laissé faire des choses qu'on ne pourra plus interdire. Quand j'entends certains, y compris dans ma famille politique, dire « on va interdire le voile dans l'espace public », bonne chance. Bonne chance, on va envoyer les carabiniers pour interdire aux femmes qui ont des voiles. Non, ça c'est impossible. C'est trop tard. On a perdu ce combat-là pour ceux qui voulaient le mener. En revanche, interdire effectivement l'intolérance dans ce qu'elle a de pire, comme j'ai pu moi la raconter il y a quelques années, sous les huées de la gauche morale, alors qu'aujourd'hui personne ne s'en rendrait compte, quand j'ai raconté la fameuse histoire de ces voyous qui avaient arraché le pain au chocolat d'un gamin en lui disant « tu manges pas pendant le ramadan », il n'y avait pas une goutte de sang, hein. C'est une histoire totalement vraie que m'a raconté un père de famille. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Une violence psychologique terrible. Qu'est-ce qui fait que des voyous sont capables d'instrumentaliser la religion pour imposer le caïda dans le quartier? À ce point-là, sur des pratiques du quotidien comme manger pendant la journée. Là, derrière ça, il y a effectivement des choses qu'on ne peut pas tolérer, qu'on doit dénoncer. Et c'est là qu'est, de mon point de vue, le véritable sujet de l'intégration ou de l'assimilation à la française. Trouver le bon équilibre et effectivement être beaucoup plus ferme sur les politiques de flux migratoires que nous ne le sommes aujourd'hui, parce qu'on laisse la porte ouverte absolument à toutes les dérives. Et ça, c'est incompréhensible pour nos compatriotes, y compris ceux de confession musulmane, français, parfaitement intégrés, et qui se disent « mais ils sont fous les Français de laisser tous ces gens rentrer, on a déjà du mal à s'organiser entre nous ». Ne nous trompons pas là-dessus. Et puis je ne peux pas ne pas terminer sans rebondir sur ce qu'a dit Pierre. Bien sûr, les succès sont innombrables. Il faut le dire. Les jeunes ou les moins jeunes, ils n'ont qu'une envie, c'est que ça marche pour eux. Et donc, en réalité, ne pas valoriser ça, effectivement, c'est continuer de se tromper de débat. Oui. Peut-être trois petits mots très rapides sur l'Afrique. Les Africains étaient 250 millions de personnes en 1950. Ils sont 1,4 milliard aujourd'hui en 2022. Ils vont être 2,4 milliards en 2050 et ils vont être 4 milliards en 2100. Alors, si vous voulez, la cause racine de tout ça, en effet, de ces problèmes d'immigration qui va être un problème de plus en plus crucial, c'est d'aller former nos amis africains à l'économie, à l'entreprise. J'ai fait 7 voyages professionnels avec le MEDEF en emmenant des TPE, des PME, des écoles d'apprentissage, des grandes écoles en Afrique. On a fait 7 grands pays, parfois une dizaine, on va dire. À chaque fois, c'était surprenant parce que j'étais accueilli comme un roi. Les ministres m'accueillaient, les chefs d'entreprise m'accueillaient en disant c'est formidable. Et certains ministres me répétant, vous savez, l'emploi, c'est notre sécurité. C'est notre sécurité pour combattre toutes les misères, toute la pauvreté qui conduit à tous les terrorismes. Et c'est votre sécurité, vous, Européens. Donc j'étais reçu comme un roi à chaque fois. Et j'ai vu une envie de ces gens. Il y avait beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de gens dans l'artisanat. Et en fait, l'idée, c'est de leur laisser de la valeur ajoutée. Parce qu'en fait, on leur prend le café, on leur prend le chocolat, on prend tout et on fait la valeur ajoutée en Europe et dans d'autres pays. Il faut les former. Alors, ça commence par l'apprentissage. L'apprentissage, c'est 70% du succès de la Suisse. 70% des gamins
à 17 ans en Suisse sont dans l'apprentissage. Hein. Nous, c'est fac, Nanterre, socio, psycho, philo. Hein. Puis après, à 25 ans, on est au chômage et on est contre l'entreprise, les patrons, le capitalisme. Hein. La Suisse, c'est l'apprentissage de l'entreprise et donc des valeurs humaines, on bâtit la raison d'être, etc. Donc on a appris tout ça aux Africains et je peux vous dire que le monde anglophone africain est un peu plus avancé sur le business, sur tous ces sujets-là. Beaucoup de jeunes entrepreneurs africains. J'ai vu des pépinières incroyables et ça me rend très optimiste sur la suite. Mais il faut continuer de travailler en effet sur l'Afrique et plus ils vont se développer économiquement, moins ils feront d'enfants, puisque j'ai compris dans les statistiques, c'est que plus vous vous développez, moins vous faites d'enfants. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont encore dans certains pays à 7-8 enfants par personne et on voit les pays comme l'Europe eh bien, qui font de moins en moins d'enfants. C'est aussi une façon, je dirais, qui s'enrichissent et qui règlent ce problème quand même de démographie aujourd'hui exacerbée. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de passer pas mal d'années en Suisse. On parlait de la Suisse. Et j'ai remarqué des différences profondes par rapport à la France, où j'ai passé une trentaine d'années. Le premier point, c'est que quand vous allez vous pointer à une mairie, vous avez l'obligation de dénoncer qui vous êtes et où vous habitez. Ça s'appelle le papier de résidence, sans quoi on ne sait plus qui habite où. Et c'est déjà un premier point. Et périodiquement, tous les 6 mois, il faut se pointer et donner confirmation qui vous êtes et qui vous habitez bien là. Le deuxième point, j'ai vécu aussi à Berne pendant quelques mois dans un quartier très populaire. Eh bien, c'était tous des immigrés de tous bords. Mais j'avais remarqué l'effort énorme que la Suisse peut faire et sait faire pour intégrer les gens. C'est un travail de tous les jours, mais c'est peut-être lié à des capacités d'investissement social que la France n'a pas. Et c'est quelque chose de capillaire où finalement les gens sont bien plus rapidement aussi insérés dans le monde du travail, dans la formation, on en parlait là, M. Gattaz, et c'est par ces biais-là qu'on y arrive. Et je vous assure que si vous allez dans le quartier populaire de Berne, près de l'aéroport, mais vous n'y voyez pas ce que vous voyez partout en France, j'ose le dire. Merci. On va prendre 2 autres questions et ensuite je vous demanderai à chacun de répondre, d'essayer de faire une synthèse des différentes réponses. Il y a une dame tout près ici qui attend depuis un petit moment. Ouais, allez-y. Oui, une question plus particulièrement à M. Copé. Ne pensez-vous pas, si on met de côté l'extrême droite qui dit immigration zéro, c'est complètement démagogique, et l'extrême gauche qui dit on accueille tout le monde, c'est également démagogique et complètement impossible, est-ce qu'on ne peut pas obtenir, dans ce qu'on appelle l'arc républicain, un consensus pour une véritable politique migratoire et qui ne fasse plus polémique, parce que c'est un domaine très très important et finalement on voit des allers, des retours, des changements d'opinion, c'est vraiment intenable. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait avoir un consensus entre les partis de l'arc républicain? Et une troisième question, et ensuite je vous demanderai à chacun d'essayer de répondre en 1 minute 30, 2 minutes. Alors, je voudrais savoir pourquoi, quand il y a des migrants qui arrivent, et j'ai eu l'expérience à Pontoise, pourquoi les migrants qui sont intégrés, ils sont pas intégrés justement, ils ont des papiers, ils n'ont pas le droit de travailler pendant 5 ans. Alors, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Eh bien, voilà, ils ne peuvent pas s'intégrer puisqu'ils ne peuvent pas travailler. Et ça, je l'ai vécu avec plusieurs personnes à Pontoise. Et je trouve, vous avez parlé de l'intégration par le travail, etc. Et ces gens-là, on leur a interdit de travailler. Moi, il y avait une petite dame, elle aurait pu venir faire les ménages, etc. Non, elle n'a pas le droit. Merci. Alors, qui commence? Je crois qu'en effet, il y a un projet de loi de la part de certains ministres proposant en fait de donner des titres de séjour, je pense à titre temporaire quand même, sur des gens qui sont déjà au travail. Alors, on peut critiquer, je n'ai pas vraiment complètement réfléchi au sujet, mais je suis complètement d'accord avec madame.
de toute façon, il faut contrôler les personnes. On ne peut pas donner un titre de séjour s'il n'y a pas des contrôles de valeurs, d'éthique, de casier judiciaire. Donc je pense dans tous les cas de figure, comme font très bien les Suisses, les Canadiens, les Allemands, que je connais un peu sur ce sujet-là, ils contrôlent la Suisse. Avant d'être Suisse, vous avez 10 ans, je crois, le voisinage vous donne des indications, vous devez faire des tas de choses, vous devez apprendre des tas de choses. On ne devient pas Suisse comme ça, on ne devient pas Canadien comme ça, on ne devient pas Allemand comme ça. Donc je pense que ces règles sont absolument fondamentales. Il faut redonner des règles du jeu, des règlements intérieurs, comme dans nos entreprises, on a des règlements intérieurs. Et les gens, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. S'ils n'acceptent pas le règlement intérieur, ils partent. Donc moi, je crois qu'il faut être très ferme. C'est de la fermeté et très humain sur des sujets, en effet, de gens qui fuient leur pays, les exactions de leur pays. C'est le cœur et le courage. Après, je pense que l'Europe a un rôle très important aussi, parce que le PREM est européen de plus en plus. Et en effet, on est toujours très gêné par la brèche introduite par ce bateau, qui, par humanité, il faut le prendre, et qui donne une très mauvaise jurisprudence sur on va tous aller en France avec le bateau, il faut y aller. Il y a une brèche. Donc c'est bien ça le sujet derrière tout ça. Bon, l'Europe est très important. Le pragmatisme après, le pragmatisme économique, je continue de penser que la meilleure intégration, c'est par le travail. Et donc, il faut aller au plein emploi en France. Et il faut revenir sur des sujets bottom-up. La Suisse est un modèle. Alors, c'est une région. On me dit, on ne peut pas comparer la France avec la Suisse. Ben si, c'est la taille d'une région. Ils ont un président de la République qui tourne dans une équipe. Tous les ans, il change. C'est bottom-up. Ils ont 3 niveaux de territoire. Nous, on en a 6 ou 7. Alors, je parle ensuite de l'Allemagne. Les Allemands, c'est les Länder qui pilotent. Donc, c'est ce que disait Jean-François tout à l'heure à table ronde. Il faut revenir sur du bottom-up, c'est-à-dire redonner de la discipline, du pouvoir au territoire, aux mairies, et non pas de piloter par un État qui ne voit plus rien dans nos boîtes. Si on continuait de travailler par un patron omniprésent monarchique, ça ne durerait pas une semaine. Nous sommes aujourd'hui dans nos entreprises en bottom-up, c'est-à-dire ce sont des salariés qui décident des valeurs, du raison d'être, de l'objectif. Alors c'est piloté, c'est formé, c'est pas le bordel, mais je pense que là il y a un vrai sujet, comme tous les sujets qu'on a abordés, dont l'immigration. C'est un sujet qui nécessite de l'autorité, des règles du jeu, et puis de l'humanité quand il faut de l'humanité. Jean-François, en 1 minute 30. Oui, enfin, je pense que la question que vous avez posée sur est-ce que l'arc républicain, par opposition aux 2 extrêmes, est capable de manière consensuelle de proposer une politique, moi je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs aujourd'hui, la politique qui est proposée, c'est horrible ce que je vais dire, mais en gros, les gens de droite comme les gens de centre-gauche républicain disent la même chose, c'est-à-dire que quand arrive ce genre de problème, ils hurlent, on ne laissera pas faire, ou machin, enfin, on parle très fort. Mais par contre, le deuxième point commun, c'est qu'on ne fait rien, en fait. C'est-à-dire que même quand on vous annonce une loi, les décrets d'application n'arriveront jamais, ou très peu, parce qu'on tremble à l'idée de faire les choses. Bon, c'est pour ça que cette question est hypersensible. Moi, je partage votre avis. En réalité, sur ce sujet, notre problème, c'est l'absence d'action. On parle haut et fort et on ne fait rien derrière. Quand M. Macron dit « c'est intolérable, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur de présenter une loi, vous allez voir ce que vous allez voir », ben, si on sait ce qu'on va voir en fait. On va voir comme d'habitude un débat à l'Assemblée, ça va hurler, crier dans tous les sens. Ils vont demander le coup de main de LR qui va probablement pour partie le donner, parce que c'est toujours comme ça que ça marche. On leur arrange le coup, ça nous rapporte strictement rien du tout, mais enfin c'est un autre débat. Et puis ça s'arrête là. Et puis ça s'arrête là. Donc effectivement, je pense que si on veut restaurer une crédibilité, il faut faire. Et faire, c'est en réalité, je ne dis pas du tout que c'est simple, c'est horriblement complexe, mais c'est un niveau européen, comme l'a dit Pierre, et un niveau français. Au niveau européen, il y a 2 mesures. La première, c'est qu'il y a une agence qui s'appelle Frontex. Il faut lui donner beaucoup plus de moyens pour contrôler les frontières extérieures de l'Europe. Ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas la Grèce qui peut jouer à elle seule les gardes-côtes. Ce n'est pas raisonnable. Nous, on n'est pas les gardes-côtes à nous tout seuls des Anglais. Il faut des moyens beaucoup plus importants à tous égards pour que Frontex fasse son travail, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et puis le deuxième truc, c'est qu'il faut qu'on arrive à 27 à exiger, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, d'autres pays tiers que les accords de réadmission des gens qui viennent de chez eux et qui ne veulent pas récupérer, les accords soient faits. Pour ça, il faut faire la pression, la vraie de vraie. On fait des sanctions économiques à l'égard et financières à l'égard de la Russie en ce moment. Eh bien, je pense que dire à un certain nombre de pays, on veut bien continuer de travailler avec vous, mais vous récupérez les individus qui viennent illégalement chez nous, ben, si on ne le fait pas à 27, ça ne marchera pas. Et donc ça, c'est à mon avis quelque chose d'essentiel. Après, au niveau national, il faut évidemment faire en sorte qu'on soit beaucoup plus rapide. C'est une petite transition avec la deuxième question, madame, qui est très juste. Pourquoi est-ce que des gens sont aujourd'hui en situation de ne pas pouvoir travailler pendant un temps immémorial? C'est parce qu'ils sont illégaux.
Et que quand vous êtes illégal, eh ben, en réalité, vous n'avez pas le droit de travailler officiellement, parce que vous n'avez pas le droit, effectivement, de pouvoir cotiser. Tout ça est absurde. Mais donc, il faut décider rapidement du statut des personnes et pas les laisser traîner pendant des années et des années sans statut. Et ils vont voir les maires qui leur disent « Mais madame ou monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et entre-temps, eh ben, il y a des familles, ils ont scolarisé les enfants, ils sont soignés. Enfin, tout ça est délirant. Délirant. Donc il faut aller beaucoup plus vite. Il faut des administrations qui aient des consignes beaucoup plus claires. Aujourd'hui, c'est entre les affaires étrangères, l'intérieur, les affaires sociales, 3 ministères qui ne se parlent jamais pour savoir si on est éligible ou non au droit d'asile. On est trimballé d'un guichet à l'autre. Tout ça n'a aucun sens. Et donc, c'est ça qu'il faut organiser. Ça, c'est la décision politique pure avec une mise en œuvre derrière. Donc, on est vraiment dans un problème de commandement. Et tant que ces fragilités-là ne seront pas traitées, on n'y arrivera pas. Et donc, c'est ça qui est en jeu. Et c'est ça la mission de ce que vous appelez les partis de l'arc républicain. Alors, Raphaël, je te laisse le mot de la fin. Oui, en fait, je suis totalement d'accord. Et ça demande de clarifier en fait, le message qu'on envoie à la fois aux immigrés et aux enfants d'immigrés. À la fois sur le plan du droit au séjour, puisqu'effectivement, même vous l'avez rappelé, quand on n'a pas de titre de séjour, on n'a pas le droit de travailler. Mais si on arrive à travailler malgré tout, de manière illégale, on est récompensé par un titre de séjour à titre exceptionnel et par une régularisation. Moi, j'appelle ça un peu le 50 challenge. Si vous réussissez à vivre, à travailler, à vous intégrer, en fait, mais sans avoir le droit à l'origine. Avec une hypocrisie qu'on paye des impôts donc, quand même. C'est totalement hypocrite parce que donc, l'État, en fait, admet que c'est bien finalement de ne pas respecter la loi qu'il a lui-même prescrite. Et par ailleurs, il y a un peu le même genre de contradiction aussi, même du point de vue alors, la plus morale sur ce qu'on demande aux immigrés. C'est à la fois, on va dire, il faut mettre en valeur vos origines, votre diversité, votre originalité, là d'où vous venez, etc. C'est formidable. Et en même temps, on demande aussi, oui, mais quand même, soyez comme les Français, respectez les valeurs de la République et ça. Je trouve qu'il y a un message qui est vraiment pas clair et que, alors là, pour le coup, tous les camps politiques pourraient accepter, je crois, de clarifier, que ce soit dans un sens comme dans un autre. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez une pause. Non, il faut absolument qu'on finisse, sinon la prochaine table n'aura jamais lieu. On est déjà en retard. Donc, on va libérer nos 3 invités. Mais vous pouvez leur parler en dehors de l'estrade.